Entreprise en mission, un podcast de Profil et Mediatico. Les entreprises peuvent-elles contribuer à changer le monde ? Certains dirigeants d'entreprise en sont persuadés. On vous les fait découvrir dans ce podcast Entreprise en mission de Profil et Mediatico. Certains utilisent le numérique à cet effet, d'autres utilisent le business pour promouvoir leurs valeurs. Et Pauline Dorgeval, elle a fait les deux. C'est une serial entrepreneuse. En 1999, avec le numérique, elle a créé 1001 listes pour dépoussiérer les listes de mariage. Un peu plus tard, elle va devenir secrétaire générale de l'association Cinéma Différence. Elle va aussi créer l'association Coactis Santé. Et puis en 2014, elle crée deuxièmeavis.fr avec ses associés Prune Nercy et Catherine Franc pour que l'on puisse obtenir un deuxième avis médical sans tarder, sans attendre des mois dans un secteur de la santé, on le sait aujourd'hui, qui est engorgé. Bonjour à vous, Pauline Dorgeval. Bonjour Frédéric. Alors, Deuxième Avis est en route pour devenir une société à mission et vous développez, dites-vous, un modèle économique qui contribue au bien commun et à l'intérêt collectif. Est-ce que vous vous sentez une patronne en mission ? Alors, dans le cadre de Deuxième Avis, clairement, et en tout cas au démarrage de l'entreprise, clairement, parce que le Deuxième Avis, c'était une notion assez courante dans d'autres pays, mais en France, c'est pas encore le deuxième avis très médical. accessible. Le deuxième avis médical, c'est souvent les médecins qui, eux, ont l'habitude pour leur famille de demander un deuxième avis et choisissent de le demander pour leurs patients. Finalement, nous, c'était assez novateur et on a eu pas mal de pression et de freins parce qu'on donnait la possibilité aux patients de demander eux-mêmes un deuxième avis. Et pourquoi c'est choquant en France et pourquoi ça se fait ailleurs ? C'est une question de culture médicale en France peut-être ? Probablement c'est une question de culture. Puis en France, on a toujours l'impression que les patients ne vont pas savoir, vont pas. Et puis la réalité, c'est que beaucoup de patients renonçaient en fait à cette demande parce que l'expertise est très inégalement répartie sur le territoire et donc ils n'osaient pas demander leur dossier, ils n'osaient pas trahir entre guillemets. Il y a cette notion de confiance vis-à-vis de son médecin traitant, on n'ose pas trahir. La réalité, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est de le faire avec son médecin. Alors vous cherchez une solution, vous créez deuxièmeavis.fr. D'où vous vient cet engagement ? Alors, dans le cadre de Deuxième Avis, on est 3 cofondatrices, vous l'avez souligné, donc c'est un engagement à 3. D'abord, je crois que c'est une question de caractère, c'est-à-dire que soit on râle, soit quand on rencontre une difficulté, on cherche à la surmonter, du coup à proposer des solutions au plus grand nombre. Et ensuite, il se trouve que moi, à titre personnel, j'ai 4 enfants, mon deuxième a une déficience intellectuelle assez lourde et des troubles autistiques. Et vraiment, les personnes en situation de handicap, c'est des éclaireurs, des dysfonctionnements de la société. Et donc, dans le système de santé, malheureusement, j'étais beaucoup confrontée avec lui. Et on s'est rendu compte que l'accès à l'expertise était très complexe pour des patients qui avaient des problèmes de mobilité, qui habitaient loin, ou tout simplement dont le réseau ne permettait pas d'accéder à cette expertise médicale. Donc, quelque part, l'histoire personnelle, souvent, est à l'origine d'entrepreneuriat, d'entreprise. Je crois savoir qu'il a dû être opéré d'une scoliose et qu'il était très agité au moment de l'opération et que c'était très compliqué à gérer pour vous. Et vous aviez besoin de renforcer votre expertise médicale pour savoir comment réagir. C'est un peu comme ça que ça s'est passé ? Non, en fait, c'est le médecin de Necker. Il était suivi à Necker pour sa scoliose. Le médecin, à un moment donné qu'il suivait, le médecin orthopédiste, nous a conseillé de prendre un deuxième avis en nous disant « Pour moi, il faut opérer, mais l'opération est risquée. J'ai besoin d'avoir l'adhésion de la famille. » Donc c'est lui, c'est le médecin, et c'est ça qui est intéressant, qui nous a suggéré de prendre un deuxième avis. En revanche, alors qu'on est très connecté avec le monde médical, plein d'amis médecins, on a quand même mis 10 jours à identifier une autre équipe experte en scoliose infantile, 4 mois pour obtenir le rendez-vous. Et quand on est arrivé sur place, notre fils était très angoissé, n'a pas pu rentrer dans l'hôpital et je suis arrivée avec son dossier. Et en fait, le médecin, à ce moment-là, nous a dit « Mais attendez, le dossier est complet, je vais pouvoir vous donner un avis sérieux. » D'où le démarrage du deuxième avis. Vous démarrez Deuxième Avis et c'est très compliqué. Est-ce que dès le départ, vous décidez de faire de Deuxième Avis une entreprise à mission, même si à l'époque ça ne s'appelle pas encore comme ça ? Alors oui, parce que ce qui nous a animés, en tout cas dans ce projet, toutes les 3, c'est vraiment le fait de démocratiser, de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous. On est convaincus en fait que y a des vraies pertes de chance pour certains patients
qui n'ont pas accès à cette expertise médicale. Donc quelque part, notre ADN, notre motivation, elle est vraiment là. Et après, on s'est posé la question du statut. Comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact et puis est-ce que c'est en mode associatif? Très vite on s'est dit que non, il fallait un modèle d'entreprise, un modèle de rentabilité, parce que pour avoir de l'impact il faut avoir de l'argent, un modèle, et on s'est dit que c'était probablement l'entreprise la meilleure façon de le faire. Et après s'est posé la question du statut entre guillemets. À l'époque, l'entreprise à mission n'existait pas, mais en revanche, très vite, on s'est dit entreprise à impact et on est allé chercher des fonds d'investissement à impact social, et donc en cohérence avec notre ADN. Vous avez une jolie expression. Cette entreprise, vous dites qu'elle a pour mission de co-construire la démocratie sanitaire de demain. Vous pouvez nous expliquer ça ? C'était quelque chose de vraiment nouveau avec l'entreprise à mission, c'est cette notion de partie prenante. On ne réinvente pas, on ne modernise pas un système sans les parties prenantes. Et l'idée, c'est de réfléchir et d'optimiser en permanence ce qu'on veut faire avec les patients, avec les médecins, avec les institutions. Et donc, oui, cette démocratie sanitaire, c'est pas faire seul et contribuer à moderniser le système, mais en réfléchissant à plusieurs et avec cette méthode agile maintenant. Qui fait qu'on fédère les parties prenantes, on apprend d'elles et on co-construit ainsi. Ouais. Alors ce deuxième avis que vous rendez possible pour de très nombreux Français, il est gratuit. Alors il va falloir que vous nous expliquiez votre modèle économique en tant qu'entreprise. Alors c'est l'horreur de monter une entreprise en santé en France, parce qu'effectivement en France, la santé doit être prise en charge. C'est quand même vraiment dans les mœurs. Et donc notre modèle économique, c'est que ce soit un avis proposé et intégré dans les contrats santé ou prévoyance, donc du monde assurantiel. Voilà. Donc vos clients, ce sont les assurances et les mutuelles. Nos partenaires, ce sont les assurances, les mutuelles, les réseaux de soins, les institutions de prévoyance, et après qui donnent accès gracieusement à ce service à leurs bénéficiaires. Ça concerne combien de personnes en France? Donc aujourd'hui, 16 millions de patients ont accès gracieusement à notre service. Et notre objectif, mais n'y recourent pas. Vous n'avez pas 16 millions de personnes qui recourent à votre service. Non, ils ont accès. S'ils ont besoin, ils ont accès gracieusement à ce service. Et on vise de couvrir l'intégralité de la population française d'ici 3 ans. En tout cas, trouver une solution pour l'ensemble de la population française. Non, dans les 16 millions, encore une fois, notre service ne concerne que les problèmes de santé sérieux. Donc, on n'est pas du tout sur de la bobologie. Et puis, ça reste, heureusement, pas des problèmes de santé courants. Le deuxième avis n'est pas nécessaire dans tous les cas. Mais quand on est confronté à une décision médicale importante, avant une opération, pour savoir si le traitement qu'on nous propose est le traitement le plus adapté, puis parfois tout simplement pour se rassurer, pour aborder des traitements, une opération en étant serein, confiant et dans les meilleures dispositions possibles. Donc on comprend un petit peu votre modèle économique. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise rentable, à l'équilibre, bénéficiaire? Alors pas encore, mais on y arrive. On y arrive, je pense qu'en 2022 ou tout début 2023, on le sera. Parce que l'entreprise, le fait d'être entreprise à mission aussi, d'avoir des convictions fortes et de vouloir que le service soit accessible à tous, nous a probablement ralenti au démarrage. Par exemple, on nous a beaucoup proposé, les mutuelles ou les assurances, au départ, voulaient nous proposer en surcomplémentaire. Donc ça veut dire que les patients devaient acheter notre service, ou les entreprises, par exemple, devaient acheter notre service. Et nous, on s'est battus pour être dans les contrats de base et pour que tout le monde y ait accès, et pas des happy few, pas les comités de direction, les comex de certaines boîtes. Et donc ça, aujourd'hui, on a réussi, et aujourd'hui, on est vraiment intégré. Qui avez-vous dû convaincre pour obtenir ce point-là qui est déterminant? Les directions santé ou les directions techniques des mutuelles. Et après, je pense que notre positionnement, justement, engagé, a fait beaucoup, parce que les mutuelles se sont retrouvées aussi dans ce positionnement. Et donc, ça nous a permis
peut-être de ne pas avoir de chiffre d'affaires tout de suite, mais en revanche, maintenant que le modèle est comme ça, d'aller beaucoup plus loin et probablement une rentabilité et donc plus d'impact à terme. C'est ça, donc ça a ralenti votre développement, mais vous avez eu accès à des fonds d'investissement d'impact qui vous ont forcément soutenu parce qu'on les connaît chez Mediatico et chez Profil. Et au final, maintenant, vous avez bon espoir de pouvoir accélérer voilà, votre impact. Mais qu'est-ce que ça change au fond d'être une entreprise en mission, d'une entreprise à mission, dans votre fonctionnement opérationnel ? Alors peut-être juste, je veux bien revenir, c'est pas le fait d'être une entreprise à mission qui nous a permis d'accéder à des fonds à impact. On avait le choix entre des fonds classiques et des fonds à impact parce que la télémédecine c'est quand même j'ai envie de dire un secteur d'avenir et donc c'est vraiment nous qui avons fait le choix. On a eu de la chance d'avoir le choix pour être en cohérence avec nos valeurs et avec notre mission. Qu'est-ce que ça change au fond aujourd'hui pour vous dans votre mode opérationnel d'être une entreprise à mission, dans votre organisation, dans votre fonctionnement ? Alors, avant d'être une entreprise à mission, on est quand même une entreprise, donc on est 21, on est en mode agile, en mode start-up, donc voilà, c'est assez peu hiérarchique, on est en mode projet. 21 collaborateurs, ça commence à être beaucoup. Hein, oui, ça commence à être beaucoup. On travaille avec plus de 200 médecins référents dans leur domaine, hein, des pontes. Donc non, ça fait du monde et il faut qu'on soit organisé. Mais après, j'ai envie de dire que le fait d'être une entreprise à mission, à part qu'on essaye d'être en cohérence par rapport à nos valeurs et par rapport à notre mission, je ne sais pas si ça change grand-chose. Après, on est en route, et vous l'avez dit, pour avoir la qualité de société à mission. Et donc là, ça va pas mal changer parce que, en plus de notre raison d'être et de nos engagements qui sont dans nos statuts, là, on est en train de constituer un comité de mission avec nos parties prenantes. Et puis on va voir, donc on va être audité tous les 2 ans par un organisme tiers indépendant. Donc forcément, cette double gouvernance, d'abord, est assez innovante. Hein, donc on avance en marchant. On a un conseil d'administration qui a approuvé cette double gouvernance, mais pour eux aussi, ça va être quelque chose de nouveau. Donc c'est même une contrainte en réalité. Alors moi je le vois, alors évidemment ça peut être perçu comme une contrainte, moi je le vois comme une opportunité, notamment dans le cadre des parties prenantes. Pour moi vraiment, l'entreprise à mission, c'est le fait de co-construire, de fédérer les parties prenantes, d'être un moteur et qu'elles-mêmes soient un moteur. Donc pour moi c'est pas une contrainte, c'est une façon d'entraîner plus vite ou de fédérer mieux, d'écouter mieux. Voilà, donc je ne le vois pas comme une contrainte. C'est un moteur aussi pour vos collaborateurs aujourd'hui ? Alors oui, c'est un moteur pour les collaborateurs dans le sens où aujourd'hui, notamment dans le secteur de la tech, il y a énormément d'opportunités. Et le télétravail ne fait que démultiplier les opportunités parce que maintenant c'est worldwide. La différence, vous le faites aussi sur la mission et la motivation de ces collaborateurs pour choisir les meilleurs, c'est aussi parce qu'ils adhèrent à la mission, ils sont fiers de travailler pour une entreprise qui a du sens et qui est utile. Et voilà, et tous les témoignages qu'on reçoit de nos patients, de nos partenaires le montrent et démultiplient la fierté des collaborateurs. Et que disent vos concurrents, entre guillemets, parce que vous n'avez pas véritablement de concurrents directs, mais dans l'univers de la télémédecine, dans l'univers du numérique, comment est-ce qu'on vous regarde ? Alors d'abord, il faudrait leur demander, mais encore une fois, je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'être bien dans l'univers de la télémédecine et d'être dans la course, parce que c'est un secteur qui est en train de changer à toute vitesse. Et je pense que cet engagement, il ne peut être que perçu positivement, entre guillemets. Donc les concurrents, on en a, mais c'est plutôt à l'étranger. Et plutôt des concurrents... j'ai envie de dire, qui eux, justement, ont plus un modèle de vendre très cher un service pour des happy few. Donc là, on est quand même très, très différents. Et c'est pour ça que beaucoup de concurrents, entre guillemets, étrangers n'ont pas réussi, d'ailleurs, à rentrer sur le marché français.
Et puis après, en télémédecine, pour moi, la santé, c'est un secteur où l'engagement est quand même très fort. On ne va pas dans ce secteur si on n'est pas engagé, si on n'a pas envie de soigner, d'améliorer la qualité de soins et d'améliorer le système de santé. Donc, on va dire beaucoup de gens sont engagés et il y a plusieurs autres entreprises qui sont sur la route de sociétés à mission, d'entreprises à mission. L'engagement, probablement, vaut-il aussi pour l'ensemble du secteur de la santé. Comment est-ce que vous regardez le secteur de la santé en France aujourd'hui ? Ce qui est intéressant, c'est que c'était le seul secteur qui n'avait pas encore vraiment bougé avec le numérique. Et le numérique avait très peu, c'est un secteur très réglementé, très conservateur. Et donc là, ce qui est en train d'arriver, et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer en fait ce mouvement. Donc c'est la télémédecine, c'est les big data, c'est l'intelligence artificielle. Et donc c'est en révolution. C'est une façon de réorganiser le système de soins qui, lui, est vieillissant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir pour les professionnels du secteur. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des opportunités à saisir chez eux pour se transformer en entreprise à mission ? Pour moi, s'il y a un secteur qui porte en lui-même une mission, c'est le secteur de la santé. J'espère que tout le mouvement des entreprises à mission sera suffisamment fort pour que beaucoup d'entreprises existantes puissent se transformer en entreprises à mission. Voilà. Aujourd'hui, on voit beaucoup quand même de jeunes entreprises devenir entreprises à mission. Quelques mutuelles, et c'est vraiment, vraiment bien. Et gageons que certains laboratoires, certaines institutions puissent le devenir assez vite. Alors revenons sur l'entreprise à mission en elle-même. Quels sont les objectifs chiffrés que vous souhaitez atteindre et comment est-ce qu'on va vérifier que vous les atteignez, que vous remplissez bien votre mission, vos objectifs ? Alors il y a peut-être trois typologies d'engagement. Il y a le nombre de deuxième avis, quelque part à combien de patients on a permis d'accéder à cette expertise médicale. C'est combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on a quelques milliers. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Enfin, en tout cas, on existe on existe et on est une vraie solution. L'idée, c'est que tout ne passe pas par deuxième avis, mais donner aussi l'idée aux gens de pouvoir soit accéder physiquement quand ils ne sont pas très à l'aise avec la télémédecine, et puis on va probablement donner des idées à des concurrents. Il y a un autre sujet qui est la pertinence des soins, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un rôle, que le deuxième avis générique a un rôle pour éviter des opérations inutiles, pour éviter des actes inutiles. Il a un rôle aussi dans une meilleure observance médicamenteuse. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le médicament qui tue, c'est celui qu'on ne prend pas. Il y a un vrai sujet en France sur la non-observance médicamenteuse. Quand vous avez un deuxième avis et que vous êtes persuadé ou convaincu qu'en tout cas c'est le meilleur traitement à date pour vous, vous êtes plus à même de respecter le traitement. Et donc, je ne sais pas si je peux vous donner les objectifs chiffrés, mais on mesure le taux de divergence et le taux de convergence en permanence quel est l'impact de cette divergence et de cette convergence. Et alors, est-ce que ça implique des renoncements de devenir une entreprise à mission ? Alors oui, ça implique des renoncements. En tout cas, pour nous, ça a impliqué un renoncement au démarrage sur notre modèle. C'est-à-dire qu'assez vite, on a eu des propositions de partenaires avec du chiffre d'affaires à la clé, mais encore une fois, pour être un service en surcomplémentaire. C'est-à-dire pour que, en individuel ou en collectif, le service soit acheté. C'est pas du tout ce qu'on souhaitait, c'était pas notre objectif. On voulait être dans les contrats de santé et de prévoyance de base. Donc, on a dit non et on a eu des grands moments de solitude parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires ne rentrait pas et qu'on n'était pas sûr, évidemment, d'arriver à notre fin, c'est-à-dire d'être dans les contrats de base. Donc aujourd'hui, 4 ans après que le service soit lancé, on a eu raison de refuser certains partenariats. Et puis ça a probablement accéléré le fait qu'on soit dans les contrats de base, mais on ne sait jamais. Donc oui, on a dû renoncer à des choses. Et pour vous, personnellement, Pauline Dorgeval, est-ce que piloter une entreprise à mission, demain une société à mission, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie à vous ? Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un d'engagé et j'avais vraiment envie
mettre à disposition mon réseau et puis la réussite justement de Mille et une listes, l'expérience que j'avais acquise au service d'une cause d'intérêt général. Donc je le fais à travers les associations et les engagements associatifs, mais c'était important aussi que je le fasse professionnellement. Et donc en ça, je suis comblée parce qu'il y a, voilà, c'est une vraie entreprise à mission. On a eu beaucoup de freins et on a réussi à faire émerger ce service. Merci beaucoup, Pauline d'Orgeval, pour votre témoignage. On vous souhaite évidemment de délivrer beaucoup de deuxième avis en France. Merci beaucoup, Frédéric. C'était Entreprise en mission, le podcast de Profil et Mediatico que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast audio et parmi les portraits engagés sur mediatico.fr, le média qui redonne du sens à l'économie.